Bonjour à tous. Le président de la Fondation EPIC est l'invité des Échos ce matin. Bonjour Alexandre Mars. Bonjour Fabienne. Alors Alexandre Mars, vous êtes un serial entrepreneur, c'est-à-dire que vous avez fondé plusieurs startups qui ont eu beaucoup de succès. Il y en a une qui a été revendue à BlackBerry, une autre à Publicis. Vous avez fait fortune et depuis 3 ans, vous avez créé une fondation qui s'appelle l'EPIC Fondation et qui est une fondation philanthropique. Qu'est-ce que c'est exactement ? On le définit comme une start-up. C'est une nouvelle start-up avec un mode de fonctionnement assez similaire à un monde du start-up, sauf que notre but est un but non lucratif. Notre objectif unique, c'est de faire que le don devienne la norme. Ce que nous voyons de plus en plus, c'est que les gens veulent faire, veulent donner, ont parfois des difficultés à trouver les endroits et les organisations. Nous développons des solutions pour les aider à donner plus. Et en particulier les entreprises, Fabienne, qui ont un besoin, essentiellement un besoin qui provient de cette génération qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui, ces millénials comme on les appelle, ces jeunes entre 18 et 30 ans, qui ne veulent plus uniquement aller travailler pour une entreprise juste pour avoir un beau chiffre sur la feuille de salaire, mais aussi pour avoir un sens, avoir une action dans ce qu'ils font. D'accord. Alors, cette fondation, elle est dirigée vers les enfants défavorisés, c'est bien ça? Les principaux dons vont dans cette direction? Les principaux dons vont pour l'enfance entre 0 et 25 ans dans 7 régions du monde, l'éducation, la protection, la santé et l'accès au premier emploi. Avec évidemment, quand on parle des 7 régions, la France, qui est un pays majeur dans ce que nous faisons. Est-ce que vous venez nous donner 2-3 exemples d'ONG que vous avez financées récemment? Une organisation, ça peut être des NGO ou des ONG, ou ça peut être aussi des entreprises sociales. Ce qui veut dire qu'il y a aussi aujourd'hui des organisations qui ont un modèle économique et grâce à ce modèle économique vont pouvoir justement continuer à grandir, avoir un vrai modèle de développement. On prend un exemple comme une organisation qui s'appelle Simplon. Simplon, une organisation française qui aide une génération qui arrête d'aller au travail ou qui arrête d'aller à l'école, qui ont plus de 16 ans parce qu'ils peuvent arrêter d'aller à l'école et qui parfois ne fait plus rien parce que n'a rien d'adapté à eux. Ce que fait cette organisation Simplon, c'est qu'elle va les aider à apprendre à coder. Vous savez, apprendre à être un développeur informatique. Ce qui est intéressant parce que nous avons besoin en France, comme dans tout autre pays, de développeurs informatiques. Ces jeunes sont pris à 16 ans, sont formés pendant 6 mois au développement informatique et après vont être placés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir comme un peu le nouveau ADECO, le nouveau Manpower, vont être placés dans des entreprises. Ces jeunes qui étaient totalement sortis du système, en 1 an vont être totalement remis dans le système. Donc c'est exactement le type d'organisation qui nous intéresse. Là, c'est pour dans des pays comme la France ou l'Europe de l'Ouest où il y a un vrai décrochage potentiellement scolaire et une vraie volonté de retrouver, à remettre ces jeunes dans le système et pour ça, le travail est essentiel. L'actualité de la Fondation, c'est aussi que vous participez au lancement d'un label social. C'est ça? Alors expliquez-nous un petit peu. Cette semaine, nous lançons un label qui va s'appeler le Sharing Pledge. Désolé pour l'anglicisme, Fabienne, mais c'est en gros la promesse du partage. Avec des capitaux risqueurs français, vous connaissez le modèle du capital risque, tout le monde le connaît, des gens qui vont financer ces startups dont on parle tous les jours, souvent au tout démarrage, pour que, espérons, quand elles grandissent, ils puissent gagner un pourcentage de la plus-value. Nous lançons avec 7 capitaux risqueurs ici en France. C'était important de le lancer en France, d'abord de le lancer aux États-Unis, pour montrer aussi que la France a évidemment des ingénieurs extraordinaires, mais est aussi une société, un pays qui fait attention aussi à la répartition de ses richesses. Et c'est simple, vous allez avoir ce label-là si vous donnez soit un pourcentage de vos management fees, en gros de votre capacité de gestion, de les argents que vous allez recevoir, soit un pourcentage de la plus-value potentielle que vous allez faire sur vos investissements. Si vous faites l'un et ou l'autre, vous allez avoir ce label social. Pourquoi aujourd'hui les fonds de capital risque commencent à le faire? Pour 3 raisons. 1, il est de plus en plus compliqué d'embaucher ces jeunes qui sortent des écoles, qui en fait viennent vous voir et disent « mais qu'est-ce que vous allez me raconter, monsieur l'employeur ?» C'est de plus en plus compliqué à répondre à ça. Deuxième question, c'est les entrepreneurs qui, quand ils ont la capacité de recevoir des fonds de capital risque, de capital risqueur, vont pouvoir choisir entre une provision et l'autre. Si vous êtes un fonds de capital risque et vous lui proposez que vous allez investir, mais vous allez redonner une partie de ce qui va vous faire gagner à la société, ils vont certainement plus vous choisir. Et le troisième, c'est quelque chose de plus en plus, c'est qu'il y a une histoire aussi à raconter à vos proches, à votre famille, et cette solution-là, elle est aussi importante aujourd'hui. Le don, Fabienne,
ne peut que devenir quelque chose de normatif. On l'a un peu oublié parce que c'est vrai que très souvent, dans les pays comme la France, on a souvent mis ça auprès de l'État. D'ailleurs, c'est à l'État maintenant de faire. Et depuis qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, on voit que malheureusement, ce n'est pas suffisant. C'est que dans tous les pays du monde, l'État n'a pas forcément les moyens. Et on pense aujourd'hui que la société civile, ce qui veut dire les entreprises, doit faire beaucoup plus. Alors, vous pouvez récolter de l'argent de différentes manières. Vous avez donc ce label, mais vous avez aussi ce que vous appelez le don sur salaire, c'est ça? Et le don sur salaire, c'est facile à mettre en place. On devrait d'ailleurs penser à aller voir le patron des Échos pour lui proposer. Et en fait, c'est assez simple. Pourquoi pas, allons-y. C'est assez simple. On reçoit tous une feuille de salaire. Dans la feuille de salaire, le système est fait que c'est jamais 0,0 après la virgule. Il y a toujours deux chiffres qui sont... Voilà. Et donc, ce que nous avons proposé, on lance ça cette semaine avec le groupe Dior, Couture, le groupe de Richebourg, des groupes assez importants, en disant vous allez pouvoir proposer à tous vos employés le fait qu'ils puissent donner, s'ils veulent, ce qu'ils veulent sur la feuille de salaire. Ça peut commencer avec les 23 cents. S'ils veulent donner plus, ils peuvent donner plus. Et nous, ça, on pense que c'est intéressant parce que, c'est $1, quasiment $1, ce qui est très important. Et puis, c'est systémique et systématique. Ce qui veut dire que chacun peut le faire. Et chacun, et là, vous n'êtes plus dans le luxe, vous n'êtes plus dans les médias. Vous devez une entreprise qui donne. Et nous, c'est exactement ça qu'on essaie de trouver, des solutions, Fabienne, parce qu'en 2017, nous sommes dans une période de solutions. Tout peut être solutionné. Et aujourd'hui, le don doit l'être également. Donc c'est pour ça que la promesse du salaire est une façon facile et $1 de pouvoir permettre à chacun de donner. Il y a déjà des entreprises qui ont signé pour ça? Oui, donc là, on parlait d'un groupe comme le groupe Christian Dior sur la partie couture. Bah, voilà, il y a tous leurs employés aujourd'hui en France, les 1400 employés peuvent donner une partie de leur salaire et le groupe va abonder. Le groupe de Richebourg, qui est un grand groupe, propose ça à ses 30 000 employés et peut de la même manière. Donc en fait, on voit que la difficulté... c'est pas d'avoir des patrons qui acceptent de jouer le jeu, c'est d'avoir les solutions de ces patrons. Pourquoi, encore une fois, Fabienne, cette génération, et c'est important de le notifier, la génération qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail, ces millénials sont totalement différents de ceux qu'on a pu connaître auparavant. Les moins de 30 ans. Les moins de 30 ans, changement de mentalité. Totalement. Et pas en 10 ans, depuis 2 ans. On le voit dans ces grandes écoles dans lesquelles ces entreprises veulent absolument récupérer les talents. Stanford, grande université en Californie, 20% des jeunes qui rentrent aujourd'hui dans cette université veulent travailler dans le social. Quand vous parlez aux grands patrons français, européens ou mondiaux, ils vous disent que la 3e question, Fabienne, qui est posée dans un entretien d'embauche, n'est plus la taille du bureau, n'est plus s'il y a une voiture de fonction, mais qui est vraiment quel est le sens que vous allez donner à ce travail-là? Quelle est mon action par rapport à la société? La génération qui arrive n'a plus rien à voir avec celle même il y a 10 ans. Et soit vous comprenez ça, et c'est ce qu'on voit de manière assez intéressante auprès des grands patrons, ou des patrons, d'ailleurs de PME aussi, c'est que souvent ils sont très pragmatiques, les patrons. Ils feront toujours s'ils pensent que c'est meilleur pour leur entreprise, pour leurs employés, pour leurs clients. Et c'est ce qu'on commence à voir apparaître aujourd'hui, que ces sujets-là sont essentiels, et ces jeunes essaient de comprendre la manière dont ils vont avoir un impact. Et ça passe par le don. Alors, je vois que vous portez un pins Paris 2024. C'est pas un hasard, puisque vous êtes aussi à Paris en ce moment, parce que vous vivez à New York, hein, ça, on ne l'avait pas dit, oui. Parce que vous présidez le comité des sports et sociétés pour la candidature Paris 2024 aux Jeux Olympiques. C'est bien parti ? Donc c'est bien parti. On espère, en tout cas, tout a été fait pour que ça soit bien parti. Vous avez vu, la semaine dernière, il a été annoncé par le CEO qu'il allait y avoir une double attribution des Jeux, parce nous sommes en finale contre Los Angeles. Donc voilà, la probabilité des chances, on va dire, est de 50-50. Il est vrai que le dossier de candidature est absolument incroyable, pas uniquement parce que Paris pourrait être une ville fabuleuse pour accueillir les Jeux. Vous savez que c'est la 4e candidature en 25 ans.
qu'on a perdu 3 fois. Donc on a l'expérience du passé. Et puis on a fait, ce serait les Jeux du centenaire, parce que la dernière fois qu'on a eu les Jeux, c'était en 1924. 95% des infrastructures existent aujourd'hui. Donc tout est plutôt en phase. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est que le pouvoir public, au sens large, est assez en phase, même totalement en phase, que ce soit la mairie, la région, la présidence. Donc tout passe plutôt pas mal. Et puis il y a une candidature, en parlant juste avant, qui est très connectée à ce qu'on disait jusqu'au préalable. C'est une candidature, quand on parle de venez partager ou made for sharing, parce qu'en anglais, c'est autour de ça. C'est que nous, on pense au niveau de Paris 2024 que c'est un sujet qui touche pas uniquement qu'un nombre limité d'athlètes ou un nombre limité de personnes qui vont pouvoir aller dans les stades. C'est plus que ça. C'est le côté sociétal, le côté partage, le côté de sens. Et donc voilà, le comité dont vous avez évoqué au préalable, c'est ça, c'est sport et société. De quelle manière le sport peut améliorer l'égalité des chances entre la femme et l'homme, l'inclusion sociale, le sport à l'école, le sport et handicap, le sport et la santé, la reconversion des athlètes. Donc un sujet qui est vraiment très à cœur. Les prochaines étapes, Lausanne en juillet et la décision finale le 13 septembre à Lima. Donc une équipe extraordinaire auprès de Paris 2024. Donc ça, c'est très chouette de participer à ce projet-là. Merci beaucoup, Alexandre Mars.